Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire dédié aux solutions réseau ALE. Aujourd'hui, nous allons parler, oui Patrick, nous allons parler de comment renforcer la cybersécurité avec notre gamme de commutateurs durcis. Patrick est déjà pressé, donc il est parti de la slide de couverture. Il a déjà enchaîné, voilà. Donc, je m'appelle Charles Desmoulins, je suis votre hôte pour cette session. Et avant de démarrer, quelques rappels. Ce webinaire est enregistré, donc si ça vous pose un problème, on vous encourage à vous déconnecter maintenant. Pendant la présentation, toutes vos lignes sont en écoute seule, mais bien évidemment, on peut prendre toutes vos questions dans le panel et on aura une session de questions-réponses à la fin de cette présentation. Et effectivement, toutes les slides seront disponibles dans le panel Handout à la fin de cette présentation également. Donc aujourd'hui, notre présentateur est Patrick Ortoul, business développeur de l'équipe division réseau Alcatel. Donc sans plus tarder, bonjour Patrick, comment ça va? Bonjour Charlotte, ça va très bien. On va pouvoir commencer. Je vais couper moi la vidéo là pour commencer. Ça marche. Ça sera mieux peut-être. Bon, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous présenter un sujet qui est souvent négligé parce qu'il s'agit de renforcer votre infrastructure critique. C'est l'aspect cybersécurité de votre infrastructure et tout particulièrement dans les environnements que l'on qualifie de difficiles. On va voir la définition de ça. Donc, aujourd'hui, bon, les principales problématiques remontées par nos clients, clairement, c'est la notion d'adoption massive de l'IoT, les découvrir, les classifier et faire un inventaire. La transformation digitale, et oui, les DSI maintenant ne s'occupent pas, enfin, on le savait déjà avant, mais ne s'occupent pas de la partie réseau. Il va falloir qu'ils fassent aussi de la transformation digitale en intégrant, pourquoi pas, des remontées d'informations qui viennent du réseau. Il y a aussi les demandées d'automatisation, de la découverte, par exemple, des usagers, des IoT. Quand on a vu cet aspect-là, il y a aussi la partie sécurité de l'ensemble des équipements IP du réseau. Et on va voir comment on est capable aujourd'hui de répondre à ce besoin qui est global, hein. Certes, il y a le réseau, mais elle est plus globale que ça. Et le dernier élément, quand on parle de réseau, c'est toujours la même chose, besoin de performance, bande passante. Il n'y a rien de plus énervant que d'attendre qu'une fenêtre s'ouvre ou qu'on voit la barre de téléchargement d'un fichier qui dure quelques minutes. Continuons donc afin justement de répondre aujourd'hui à ces problématiques. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette approche. Bon, on propose notre stratégie qui s'appelle en fait DAN en anglais, qui est Digital Edge Networking, qui est en fait la mise en réseau de l'ère du numérique. Donc en fait, c'est une stratégie sur 3 approches. La première, c'est en fait consiste à fournir des réseaux autonomes pour soutenir la transformation numérique des entreprises. Et donc, ce réseau autonome est la base d'une infrastructure de réseau fiable qui est le cœur de chaque entreprise. Donc, ce que nous voulons, c'est que des réseaux soient configurés et approvisionnés automatiquement et qu'ils soient prêts à assurer des opérations critiques et sécurisées, tout en optimisant l'expérience utilisateur dont je vous ai parlé tout à l'heure au niveau des performances. Donc, le second pilier, c'est notre capacité en fait à intégrer de l'IoT en masse. Donc, elle offre une intégration, une gestion et une surveillance sécurisée de n'importe quel appareil IoT, donc, pour permettre d'agiter la transformation de l'entreprise. Donc, ces dispositifs IoT peuvent apporter des données riches et précises aux applications et au processus métier. Donc, et bien sûr, une fois que vous avez intégré tous ces appareils, ces connectiques IP, il va falloir de le faire de manière sécurisée et automatique, on vient de le voir, mais vous devez aussi maximiser la valeur des différents éléments de votre entreprise. Donc l'idée, c'est le troisième élément, le troisième pilier, qui est en fait une innovation métier. Donc c'est l'idée d'intégrer l'intégration des flux de travail provenant de vos applications, de votre infrastructure, de vos appareils, de vos employés, qui est la clé d'innovation métier, de l'amélioration de la productivité et de l'augmentation des revenus de l'entreprise globalement. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure d'environnement difficile, donc ça ne veut rien dire en soi comme ça. En fait, on va définir ça. Donc, en gros, c'est un environnement qu'on qualifie difficile. Donc, en réseau, ça fait référence à l'endroit où l'infrastructure de réseau traditionnelle est confrontée à des défis importants en termes
de température, de pression, de différents éléments, l'humidité, la vibration, les chocs électriques. Et ça peut avoir un impact très important sur la performance des appareils, la fiabilité et la stabilité des équipements de réseau. Donc, tous ces endroits qui n'avaient pas besoin dans le passé ou qui ne pouvaient pas se le permettre, maintenant, il faut savoir qu'effectivement, on a des solutions qui permettent de fournir des commutateurs et des bornes Wi-Fi aussi pour ce genre de milieu. Si on regarde au niveau des marchés, clairement, on est capable de dresser des marchés, tout ce qui est lié à la notion de transport, tout ce qui est lié aux villes intelligentes, même aux bâtiments intelligents. On commence maintenant à mettre des petits boîtiers sans ventilateur au niveau des étages pour avoir une connectique fibrée de bout en bout. On est capable, en fait, grâce à ces solutions, à la fois sécurisées et à la fois avec des switches et des bornes durcies, de proposer des solutions pour certains verticaux. Alors revenons sur la partie enjeu des cybercriminalités. Donc là, je vous ai trouvé récemment, là, il y a une nouvelle étude qui a été remontée par LinkedIn qui est assez intéressante. Parce que jusqu'à maintenant, quand on parle de cybercriminalité, on pense tous à la même chose, les hôpitaux ou encore les collectivités territoriales. Maintenant, ce que l'on voit quand même, c'est que ça ne représente entre guillemets que 30% aujourd'hui des attaques. Donc 70% des attaques maintenant visent clairement les entreprises et pas n'importe lesquelles, particulièrement les PME et les toutes petites entreprises. Or aujourd'hui, les dépenses de sécurité d'une petite entreprise représentent moins de 5% des dépenses. En plus, ça a un coût financier énorme. Par exemple, pour une PME, une cyberattaque, c'est aujourd'hui estimé entre 300 et 500 kg. Si on rajoute le fait que, en général, moins de 10% des entreprises déclarent avoir souscrit un contrat de cyberassurance, c'est très risqué pour l'entreprise aujourd'hui de ne pas intégrer de la sécurité au niveau de l'entreprise. Donc sur la partie de droite, je vous ai mis le hit des titres des attaques. Alors c'est pas pour la passer à la liste. Bon, ce qu'on voit, c'est que clairement aujourd'hui, on va dire que les pirates attaquent directement les personnes à travers des phishing, mais on voit aussi que on a les attaques par déni de service qui arrivent et téléchargements furtifs. Et tout ça, ça va permettre en fait de quoi? De faire des attaques liées aux IoT. Et sur ce sujet, il y a aussi des évolutions. Pourquoi? En effet, les attaques ciblant les IoT, comme on peut le montrer sur cet article, ont triplé en 2 ans. Autre chose qui est important, en Europe, en fait, on est le pays, enfin la zone, région dans le monde où en fait on est le plus attaqué avec ce type, on a plus de cyberattaques avec ce type d'attaque aujourd'hui. Donc il va falloir en tenir compte. Maintenant, ce qui est important, c'est que clairement, on risque d'avoir des attaques, donc peut-être des piratés, par des logiciels en fait infectés par des logiciels malveillants. Donc ça veut dire que même on peut les transformer en agents dormants et former une sorte de petite armée de robots qui par la suite pourraient attaquer d'autres entreprises. Donc ça peut poser aussi des problématiques juridiques. Dans cet exemple-là, on a eu il y a quelques années, globalement, on a eu tous entendu pour une solution, une attaque contre DIN, qui est un fournisseur de DNS. Et en fait, ils ont été attaqués par déni de service. Donc en gros, des moniteurs bébés, des caméras, des routeurs Wi-Fi, des imprimantes étaient utilisés pour faire une attaque de déni de service distribué et faire tomber le réseau. Et donc tout ça, ça a été utilisé à travers un virus qui s'appelle Mirai. En fait, ce virus, un logiciel malveillant, a tout simplement pris le contrôle de ces IoT et a été contrôlé par distance. Donc aujourd'hui, on voit que les IoT peuvent augmenter en fait la couverture des cyberattaques et peut être très problématique pour les entreprises, mais on peut aller même plus loin. Là, c'est un deuxième cas en Finlande, où en fait, cette fois-ci, les attaques ont été faites au niveau des immeubles, et en fait, c'est le système de chauffage qui s'est arrêté en plein hiver sur plusieurs jours. Donc, on voit qu'on peut aller plus loin, même pour les hôpitaux, par exemple. La gestion des IoT est très importante. Alors justement, on va voir comment on est capable aujourd'hui de répondre à ce type de problématique.
problématiques de sécurité. Donc, quand on parle souvent de cybersécurité, on parle de la protection d'entreprise en termes de cybercriminalité. En fait, c'est quelque chose de complexe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'approche confiance, entre guillemets, implicite de l'intérieur versus extérieur, impliquant un pare-feu, en gros, c'est plus suffisant. Donc, les entreprises aujourd'hui misent plutôt sur une approche ou une philosophie de type zéro trust, que l'on peut définir, en gros, on va dire, on ne fait plus confiance à n'importe quel individu ou équipement IP qui se connecte à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise. Et pour répondre à cette approche du zéro trust, la sécurité de réseau devient un élément, je vais dire, nécessaire. Certains diront pas suffisant, mais c'est nécessaire. Si on essaie de résumer un peu lors d'une cyberattaque, les pirates en fait informatiques réalisent entre 6 et 7 étapes. Je vous ai mis en haut: reconnaissance, exploration, accès, élévation, exfiltration, attente, assaut, offuscation. Donc l'idée, c'est que toutes ces étapes ont bien sûr une action sur le réseau. Donc pendant la partie reconnaissance, le hacker peut essayer de prendre la main sur WLAN ou sur nos switches. Lors de la phase d'exploration, le hacker peut intercepter le trafic de façon passive pour chercher effectivement des fichiers qui pourraient justement, pour la troisième étape, augmenter son niveau d'autorisation et d'accéder à des endroits où normalement il ne devrait pas avoir accès. Et le dernier élément, ils vont commencer à télécharger, ils vont se mettre en attente, voire même ils vont attaquer cette entreprise s'ils ne l'utilisent pas par rebond, voire même, dans certains cas, soit ils ne le font pas tous, de cacher en fait leur passage. Et donc ça, tous ces aspects-là aussi, ça peut avoir des comportements au niveau du réseau différents. Or justement, notre approche, elle n'est pas unique, elle est multiple, c'est de fournir des solutions de réseau pour minimiser, voire empêcher les risques liés à la sécurité. Donc c'est ce qu'on appelle notre approche multicouche de sécurité. Donc là, on va voir les différents éléments. Donc sur la partie de droite, vous verrez pour chaque élément, ça correspond à une zone qu'on vient de voir juste auparavant. Donc on aura l'intégrité du réseau, des aspects du cryptage du trafic, des contrôles d'accès, remédiation automatique. Des fois, il y a des solutions où en fait on a les deux à la fois. Donc voilà, on va commencer par la partie intégrité du réseau. Donc aujourd'hui, nos solutions sont largement certifiées. Si on regarde ce qui est important au niveau de la conformité, et tout particulièrement en Europe, c'est la partie Common Criteria. Donc les Common Criteria garantissent que le processus de spécification, de mise en œuvre et d'évaluation de la sécurité d'un logiciel, clairement, a été mené de manière rigoureuse, normalisée et reproductible. Donc ces Common Criteria servent à une base de système de certification piloté par le gouvernement, et les évaluations sont généralement menées à l'attention des agences du gouvernement. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que nos switches globales et nos points d'accès sont certifiés NDC-PP et EAL2+. De plus, effectivement, là, on est certifié FIPS et GTIC, mais là, c'est la partie switch, et surtout, c'est la partie propre des certifications américaines. Autre chose très importante, sur l'ensemble de nos switches, il faut savoir que le système d'exploitation aujourd'hui est clairement à forte valeur ajoutée. Aujourd'hui, de nombreux systèmes d'exploitation présentent des vulnérabilités qui peuvent être facilement exploitées par n'importe quel pirate. Donc, ce que je vous ai expliqué auparavant, si on comprend le contrôle de l'OS, on pourrait utiliser comme un agent dormant un switch ou un point d'accès pour ensuite, par rebond, soit attaquer l'entreprise ou une autre entreprise. Donc, il y a un potentiel menace au niveau des logiciels. Donc, ce n'est pas le cas aujourd'hui dans le système d'exploitation Alcatel-Lucent, qu'on appelle AOS. Pourquoi? Parce qu'on utilise un ensemble de technologies pour garantir l'intégrité des commutateurs, ce qui a différencié de la concurrence. Donc, premièrement, effectivement, nous faisons vérifier et valider par une tierce partie indépendante l'analyse du code, les tests de boîte blanche et boîte noire. On regarde aussi la notion de vulnérabilité des interfaces externes, donc HTTPS, connexion, NTPP, SNMP, tout ça. Tout ça pour en fait identifier d'éventuelles failles de sécurité du logiciel. De plus, et ça c'est intégré dans nos solutions, il faut savoir qu'on a ce qu'on appelle de la diversification logicielle ou code diversifié. En fait, ça correspond en fait à la randomisation de l'agencement de l'espace mémoire du switch. Donc c'est une fonction standard dans la gamme de commutateurs
de nos commutateurs, et elle se traduit par une disposition unique de la mémoire du logiciel en cours d'exécution à chaque démarrage. Donc à chaque démarrage, on va rechanger la partie du code au niveau du logiciel. Donc, toutes ces solutions-là permettent quand même clairement d'avoir une intégrité de nos solutions de réseau. Le dernier élément, enfin, c'est pas le dernier élément, un autre élément, donc là, on est plutôt sur la partie, on va dire, cryptage. On a une fonction de sécurité avancée, donc, pour notre gamme de commutateurs renforcés qui s'appelle le MACsec, pour l'ensemble de notre gamme, MACsec ou Mac Security. Donc, ça fournit une sécurité de point à point sur les liaisons Ethernet entre deux nœuds. Donc, MACsec, c'est une norme clairement IE de niveau 2. Ça apporte la confidentialité des données et de l'utilisateur sans connexion. Ça apporte aussi l'intégrité des données. Et en option, ça peut apporter aussi le cryptage des données. Donc, MACsec est destiné en fait au réseau câblé uniquement. Et ça empêche les attaques de type DOS, man in the middle et playback. Voilà. Donc ça, c'est aussi important de mettre en œuvre ce genre de technologie. Autre chose très importante, c'est la notion de Network Access Control, donc le contrôle d'accès réseau. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ça, ça permet en fait aux administrateurs de mettre en œuvre une contrôle d'accès uniforme sur l'ensemble du réseau LAN et WLAN. Donc, il y a deux aspects. Il y a un aspect authentification, donc elle peut être faible avec la MAC adresse ou forte avec le 802.1x. On peut aussi s'authentifier à travers des portails captifs. On a aussi une gestion de politique et de rôle d'utilisateur, donc autorisant à avoir une certaine partie du réseau, une qualité de service, le fait de travailler à telle heure, le fait d'avoir accès à tel serveur. Et donc, tout ça, ça demande ce qu'on appelle un profil de réseau universel, qu'on appelle UNP en anglais, l'acronyme. Et donc, c'est clairement aujourd'hui intégré dans nos commutateurs et dans nos points d'accès. Et donc, ça va permettre en fait de fournir pour l'ensemble de nos commutateurs et bornes Wi-Fi la possibilité de fournir des profils d'utilisateurs spécifiques. Alors en fait, on va essayer de clarifier les choses. Si on suppose qu'il y a trois types de profils différents, un pour le cadre, un pour les invités et un pour les employés, chacun sera assigné à un VLAN déterminé. Donc le cadre, excusez-moi, je crois que j'ai été un petit peu vite quand même là. Donc le cadre bénéficie par exemple d'une large bande passante garantie et puis de la priorisation la plus élevée. L'employé lui va pouvoir accéder à la majeure partie du réseau et uniquement pour la partie serveur des données des ressources humaines ou des finances par exemple ou pas. Et il bénéficie d'une large bande passante moyenne et puis l'invité lui il va être complètement isolé, il va juste avoir un accès à Internet par exemple. Donc, c'est grâce à ce mécanisme en fait, que les utilisateurs sont libres de se déplacer dans le réseau, donc, ce que je disais, soit sur le LAN et soit sur le WLAN, et d'avoir le même niveau de service aussi. Et dès qu'ils se connectent, le réseau identifie qui ils sont et s'adapte automatiquement en fonction de leurs besoins. Alors, l'UNP, il permet aussi de fournir d'autres niveaux de service qui est la micro-segmentation. C'est, par exemple, ici, au sein des équipements d'accès périphérique, on va associer un VLAN déterminé, on va isoler les caméras dans un segment de réseau dédié. Et dans ce réseau, on va définir le fait que les caméras ne peuvent pas communiquer entre elles. C'est pas un comportement normal, hein, et de permettre juste qu'elles communiquent vers un serveur, par exemple, de management vidéo. Après, on peut aller plus loin en s'interfaçant avec des pare-feux pour isoler les segments. Alors aujourd'hui, nous ne fournissons pas de pare-feu, mais nous travaillons en partenariat avec ceux du Fortinet, du Palo Alto ou du Stormshield. Et donc, à travers cette intégration, on va pouvoir créer des segments. Donc ici, sur ce slide-là, vous avez trois segments. Un segment qui va regrouper tous les utilisateurs, un segment qui va regrouper tous les IoT et un autre qui va regrouper tous les, on va dire, équipements d'accès périphérique, en périphérique du bâtiment. Donc, pour chacun de ces sous-segments, bien sûr, on va pouvoir faire la micro-segmentation. Dans chacun, il y en a un, on va mettre des caméras, l'autre, on va mettre les accès de porte de contrôle dans un autre segment, etc., etc. Donc, l'avantage quand même de la macro-segmentation, c'est de pouvoir couper un pan entier par rapport aux autres, en coupant les flux au niveau du firewall. Donc ça, c'est vraiment une approche vraiment très, très simplifiée et très sympathique. Donc après, qu'est-ce que je peux dire? C'est qu'aujourd'hui, pour isoler les uns par rapport aux autres, j'ai parlé de VLAN, mais en fait, on peut utiliser d'autres
d'autres solutions d'isolation. Donc, on a le SPB, par exemple, qui permettrait de segmenter aussi ce type d'infrastructure. Alors, notre offre qui intègre le NAC, donc Network Access Control, et le fait de pouvoir s'interfacer avec les pare-feux du marché, donc permettant, comme je vous l'ai dit, de faire la macro-segmentation, mais aussi on va pouvoir faire la mise en quarantaine d'équipements IP qui ont été détectés par le pare-feu. Donc le pare-feu détecte une problématique sur un équipement IP, nous le communique au niveau de l'OmniVista et nous on va pouvoir le mettre, cet équipement, en VLAN de quarantaine. Donc toutes ces capacités qui sont intégrées sont nativement dans notre offre. À partir du moment où vous avez jeté tout simplement les commutateurs, les bornes Wi-Fi, le système de management, eh ben, il n'y a rien à rajouter d'autre. Il n'y a pas de licence pour ces fonctionnalités, il n'y a pas de hardware supplémentaire, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui de la concurrence. Alors, on a parlé justement tout à l'heure de déni de service distribués, donc DDoS par exemple. Donc, il faut savoir que en utilisant les fonctionnalités de contrôle d'accès natif, excusez-moi, je crois que je me suis trompé de slide. Oui, excusez-moi. On va parler cette fois-ci de la sécurisation des objets connectés. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la notion de NAC qui intègre l'authentification des éléments. Donc, on est plutôt sur l'authentification plutôt d'équipements ou d'équipements type smartphone, PC alliés à un utilisateur. Maintenant, comment ça se passe quand on a un IoT? En utilisant en fait les fonctionnalités de contrôle d'accès, donc natif, et aussi l'accès à une base de données d'IoT en utilisant la notion de fingerprinting, on est capable aujourd'hui d'identifier, de classifier et de segmenter automatiquement un nouveau IoT se connectant sur le réseau LAN, WLAN ou BLE. Donc, on va être capable de fournir aussi, après, un inventaire des IoT présents sur le réseau et de surveiller leur comportement. En plus de cela, on a présenté il y a 2 semaines de cela la solution OmniVista Network Advisor, qui est un système autonome et intelligent. On va pouvoir faire remonter des informations de type surveillance, détection de problématiques réseau, d'anomalies réseau, et de faire une remédiation. Effectivement, comme vous pouvez le voir, le système, donc vous avez une sorte d'agent chatbot qui va vous remonter une information au sein, là, par exemple, de Rainbow, pour dire que j'ai une problématique de type network loop, donc qui fait une surveillance réseau 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de remonter cette notification en temps réel et surtout de proposer de la remédiation automatique. Donc ici, il y en a même 2. Il y a une remédiation qui est possible. Maintenant, on va parler de protection DOS, justement. DOS embarqué, ce que je disais tout à l'heure sur la notion de déni de service, qui est aujourd'hui une attaque assez importante, qui est possible. Aujourd'hui, au niveau de nos suites, tout ça, c'est embarqué par défaut. Il faut savoir aussi que le DOS est activé par défaut sur nos switches. Donc ça, c'est quand même assez important de le remonter, et que le DOS, en fait, le DDoS, les attaques distribuées, déni de service, en fait, il y en a plein. Comme vous pouvez le voir sur la partie de gauche, et pas qu'une méthode unique. Par contre, nous, toujours à travers l'OmniVista Network Advisor, on sera capable de remonter 7 jours sur 7, 24 sur 24, ce type d'attaque sur nos switches et de le remonter directement au niveau du SI et de fournir des remédiations possibles. Ici, il y en a 2, c'est soit bloquer l'équipement depuis la MAC adresse, soit désactiver le port du commutateur. Alors en fait, on a quand même un temps déterminé. Donc je vais vous montrer directement ce slide qui permet d'avoir une vue globale de l'ensemble des différents types de solutions de réseau par famille. Donc en gros, c'est ainsi qu'on propose en fait une stratégie de bout en bout de type multicouche pour assurer la sécurité du réseau et de minimiser grâce à une approche globale justement à plusieurs niveaux. Donc par exemple la capacité, ce qu'on a vu sur l'intégrité du réseau, l'AOS, les DOS attaques, le fait d'utiliser des technologies pour segmenter les réseaux, que ce soit VLAN, IFAB ou SPB, et le fait qu'on utilise des applications et des solutions qui soient certifiées. Ça, c'était la partie réseau, sécurité de réseau, qui est associée à notre offre de réseau.
Et en fait, dans la globalité de cette offre, voilà, on retrouve tous ces éléments-là. Donc, en fait, on a une offre WLAN, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E. On a une offre de commutateur, niveau 2, niveau 3, donc avec les accès, avec du SMB pour les 22, 23, 60, et pour les autres 63, 60, 65, 60. D'agrégation 68, 60, Ethernet métro pour le 65, 70. Et de cœur 6009, 9009. Ce qui est important de voir, c'est que en plus de ces solutions en fait, de réseau que j'appellerais génériques, on a en plus des équipements IP durcis. Donc, au niveau des commutateurs durcis, on a le 6465 et le 6865. Et au niveau des bornes, on a la 1251 et la 13, on va dire 60, 62, ça dépend des modèles. Donc, aujourd'hui, si je vais essayer de résumer un petit peu l'offre en termes de commutateurs, on a deux familles. On a la famille des 64-65 de niveau 2, la famille des 68-65 de niveau 3. Il faut savoir que tous ces commutateurs sont sans ventilateur, refroidis par convection. Ils ont de la redondance d'alimentation, avec changeable à chaud. Ils intègrent le 1588 V2. Ils ont le MagSec, les ports HPE avec le support du FastPE et perpétuel PE. Donc, perpétuel PE, c'est permettre en fait de fournir l'alimentation tout le temps. Voilà. Il fonctionne donc aujourd'hui sur une plage étendue, donc on voit moins 45-75 avec une hydrométrie aussi étendue, résiste au choc, aux vibrations, aux surtensions et à l'écart des EMI-MC. Alors bien sûr, bon, en plus des différents fonctionnements, le fait qu'il y en a qui sont niveau 2 et niveau 3, il y a quand même des différences. Donc le 64-65, on va dire, aura du HPE à 65 watts, alors que le 68-65 sera à 75 watts. Et je parle de famille. Pourquoi? Parce que le 64-65 est disponible sur, on va dire, 3 formats. Il y aura le format, 2 formats châssis compact. Donc, il y a le P6, donc avec 4 ports RJ45, le P12 avec 8 ports RJ45, et puis le rack 1U avec 22 ports RJ45. Pour le 68-65, on aura donc, on va dire, moins compact en fait, des chargeurs donc de largeur, on va dire demi-rack et deux U au niveau de la hauteur et qui vont vous permettre en fait de faire du P16 ou de l'U12. Donc c'est-à-dire en fait pour le premier qui est à gauche du 12 ports RJ45, excusez-moi, c'est 4 ports RJ45, c'est du milieu 12 ports RJ45 et sur la partie rack 1U, celui de droite, on sera bien sûr sur du 20 SFP. Donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui, en termes de switch durci, on est capable d'adresser l'ensemble des solutions. Donc on peut mettre directement un 64-65 connecté, on va dire un système de cœur sur du switch normal, 6009, ou on peut le mettre sur aussi des switches durcis comme le 68-65. Donc tout ça, on peut mélanger et le niveau de service et le niveau de sécurité sera les mêmes. Alors, je voulais montrer un petit exemple d'utilisation réelle de nos switches. Donc, en fait, on a utilisé. Alors, il faut savoir que le 64-65 intègre aussi des contacteurs secs, donc en entrée et en sortie. Et donc, par exemple, on a utilisé ici des 64-65 pour à la fois fournir le réseau à des équipements le long de la voie, mais aussi fournir de la sécurité physique, enfin, d'ouverture des portes et remonter ces alarmes au niveau du réseau IP. Donc, toutes ces solutions-là, aujourd'hui, elles sont vraiment utilisées. Elles sont utilisées donc là pour tout ce qui est le train. Donc là, on est dans les Alpes, on va dire. Et donc, fonctionnent à des températures avec vraiment de fortes variations, puisqu'on peut passer on peut passer en montagne à du gel rapidement à des températures supérieures à 0. Donc aujourd'hui, c'est des cas qui peuvent être utilisés soit en externe, mais dans certains cas aussi, ils peuvent être utilisés en interne, du fait qu'il n'y ait pas de ventilation, on n'a pas de problématique de poussière, donc on va pouvoir les mettre, les switches, dans certains endroits du bâtiment peuvent avoir facilement pas mal de poussière. Une autre chose, pour information, on a parlé quelque temps la possibilité d'avoir
un plugin qui va s'installer sur l'application de nos partenaires MyStorm et Genetec, permettant aux équipes opérationnelles de surveillance de caméras de pouvoir voir l'état du switch qui est connecté à la caméra. Donc, il va pouvoir, par exemple, presetter le port PE. Il va pouvoir, par exemple, forcer l'adresse MAC de la caméra et éviter ainsi qu'on pourrait utiliser le port de cette caméra pour autre chose. Et tout ce système, ce plugin est compatible aussi avec les 6465 et le 6865. OmniAccess, donc on a parlé jusqu'à maintenant de solutions de commutateurs durcis. Maintenant, clairement, nous disposions aussi de 4 points d'accès aujourd'hui extérieurs. Et donc avec différentes normes, ils sont conformes, par exemple, ils sont à la norme IP67, et donc on peut les utiliser aussi dans ce type d'environnement. Donc, ce qui est intéressant, c'est que toute la notion d'automatisation, de simplification, de la sécurité, donc là, on a Wi-Fi 6, même pour le Wi-Fi 5 d'ailleurs, on est compatible avec, enfin, on est capable de proposer du WAP3, donc pour la partie hautante et surtout échange de données, sécurisation des flux. On va plutôt, alors, proposer aujourd'hui, on a de l'AP 1251, on va plutôt pousser pour des connexions Wi-Fi à moyenne densité, et dès qu'on va arriver sur des densités plus importantes, clairement on est en Wi-Fi 6 globalement, et on va plutôt pousser de la 1360. Pour résumer ça, en fait, là, il s'agit d'une comparaison rapide dans les principales caractéristiques de chaque modèle. Et donc, vous pouvez choisir le meilleur modèle accès à vos besoins, sachant ce que je disais, le WAP3, donc la sécurité est activée pour toutes les bornes, même le Wi-Fi 5. Oui, petite subtilité pour la 1362, effectivement, il n'y a pas d'antenne externe, donc il va falloir rajouter des antennes externes. Hop. Alors, chez Alcatel d'entreprise, nous pensons qu'aujourd'hui que la sécurité doit être un processus et non un produit. Alors c'est pourquoi en fait on propose une stratégie de bout en bout pour assurer la sécurité du réseau et minimiser vos risques, grâce à une approche globale à plusieurs niveaux. Donc on commence par l'authentification des utilisateurs, des appareils, comme on a pu le voir. Seuls les utilisateurs et les appareils autorisés à être connectés à ce réseau peuvent être connectés. Ensuite, on examine les applications qui s'exécutent sur le réseau. Utilisons l'analyse et la visibilité des applications pour décider des actions à entreprendre. Pour information, effectivement, on a du DPI sur nos bornes et sur certains de nos switches d'agrégation. Nous surveillons l'intégrité du réseau pour assurer qu'il fonctionne à des performances optimales. Et donc, l'idée, c'est d'apporter une approche multicouche pour sécuriser globalement votre infrastructure de réseau et de vous aider à fournir une solution plus globale, une approche plus sur une topologie de type Zero Trust. Alors, en conclusion, aujourd'hui, je dirais, la prochaine fois que vous cherchez une solution d'équipement de réseau durci, que ce soit commutateur ou borne Wi-Fi pour votre infrastructure critique, n'oubliez pas l'aspect cybersécurité. Et recherchez un produit qui a également passé les attestations de sécurité objectives et indépendantes les plus strictes. Donc aujourd'hui, oui, notre gamme de commutateurs et bornes Wi-Fi sont renforcées, qui ont fait des preuves sur le terrain, n'est pas seulement renforcée physiquement, elle intègre une protection logicielle, des fonctions d'automatisation et des fonctions de sécurité avancées. Donc cette gamme d'équipements réseau contribue à créer un cas de confiance, Zero Trust, au sein de votre infrastructure critique. Voilà, Charlotte. Oui, je suis là. Je te propose de passer à la slide suivante. Ah oui, tout à fait. Voilà, merci. Donc, avec les équipes, nous avons développé un diagnostic réseau. C'est un questionnaire de 15-20 minutes à mener avec un expert réseau Alcatel, bien entendu. Et cet outil, il génère automatiquement un rapport détaillé personnalisé. Ça va vous proposer une vue globale de votre situation, de votre infrastructure,
face effectivement à cette multiplication des objets connectés dont Patrick vient de parler effectivement au début de presse sur cette explosion de ces objets, avec votre environnement, vos contraintes techno, tout ce qui est spécifique à votre situation. Et ce rapport vous proposera un plan d'action avec des recommandations sur 3 grands axes: l'opérationnel, la sécurité et la stratégie d'investissement durable sur le long terme. Vous verrez également avec ceci la proposition de valeur d'Alcatel et effectivement tout ce diagnostic, il est adapté au marché de votre entreprise, bien entendu. Je vais vous poser une petite question rapide avant de basculer sur la partie Q&A. Je le lance tout de suite. Bah, Non, t'as rien à faire. non, effectivement. C'est lancé, t'inquiète pas, je gère. J'en profite, je vous laisse le temps de répondre. Je laisse vraiment un temps pour qu'on ait vraiment la réponse de chacun sur ce sujet. J'ai bien entendu ajouté la présentation sur le panel des documents. Vous pouvez la télécharger dès à présent, donc je ferme la session, bien entendu. Et puis c'est le moment de poser toutes vos questions, d'utiliser le panel. On vous laisse encore quelques minutes pour répondre à ce sondage, et puis on basculera côté Q&A. D'accord, j'en vois déjà 2 déjà, donc tu pourras répondre. Oui, après ça répond assez rapidement. Je vois déjà des questions qui arrivent. Oui, c'est ce que je te disais, j'en vois 2 déjà. Parfait. Pour les Q&A. Ok. Parfait, je vois fermer ce sondage. Merci à tous pour votre participation. Si on peut basculer pour la prochaine slide Q&A, même si en fonction des questions, peut-être qu'on se décalera sur certaines slides. Tu as la main, Patrick, normalement. Oui, tout à fait. Sur les slides, normalement. Ok, je bascule. Première question que nous avons. N'hésitez pas à les poser pendant qu'on y répond. On prend toutes vos questions. Je peux le prendre en fait. En gros, c'est une demande sur le fonctionnement du fingerprinting que j'ai évoqué lors du slide 2. Donc, je vais effectivement remettre le slide. Je vais poser la question quand même pour que tout le monde ait le détail. Quelqu'un voudrait un peu plus de détails sur le fonctionnement du fingerprinting et comment ça se passe si l'IoT n'est pas identifié dans cette base. D'accord. Donc aujourd'hui, comment ça se passe? Donc il faut savoir que lorsqu'il va y avoir une demande, effectivement, on va relayer la demande vers une base de données externe. Donc c'est une base de données externe type fingerprinting qui est composée de 3 millions d'éléments et donc qui va permettre d'identifier l'équipement. J'ai pas eu de retour sur le fait qu'il n'identifie pas les équipements, mais je pense que c'est faisable de ne pas identifier un équipement parce qu'il y en a tellement maintenant que bon, cette base de données peut être en externe. De base, on n'accepte pas on n'accepte pas un IoT qui ne serait pas identifié. Mais bon, ça, je reprendrai, je creuserai un peu plus à la question quand même. L'approche. Ah, pardon, je te laisse peut-être lire la deuxième question. Il n'y a pas de souci. Est-ce que l'approche multicouche de sécurité est possible sur l'ensemble des commutateurs et de nos points d'accès? Alors, aujourd'hui, en fait, la présentation, elle est vraiment, on va dire, concentrée sur la partie switch durci et point d'accès durci. Donc, je répondrai oui par rapport à ces éléments-là. Si on parle vraiment du portfolio global, je dirais que il ne faut pas prendre les 22 et 2360 pour ce genre de choses parce que les notions de ce qu'on appelle, on a une solution qui s'appelle l'UPAM et en fait ça fonctionne sur l'ensemble des switches sauf sur le 23 et 2260 qui sont en fait nos switches d'entrée de gamme. Donc, on ne peut pas avoir le NAC, par exemple, on ne peut pas avoir ce genre de fonctionnalité sur ce switch, mais sur tout l'ensemble des autres switches, oui, c'est le cas.
Au niveau des bornes, c'est pareil, on va pouvoir, oui, proposer le même niveau de sécurité sur les bornes, le WAP3, ce que je disais qui est normalement mandatory, donc obligatoire pour le Wi-Fi 6, a été même chez nous et directement mis aussi au niveau du Wi-Fi 5, par exemple. Merci pour cette réponse. On a une question sur le plugin Genetech. Oui. Est-ce que Alors, c'est disponible? non, c'est pas encore disponible, c'est vrai, c'est une très bonne question. Ça va être bientôt disponible, mais c'est pas encore exactement disponible. Aujourd'hui, on a travaillé, la première, c'est Milestone. Il est déjà disponible en téléchargement. Le plugin est gratuit. Et donc, vous pouvez utiliser ce plugin sur le système VMS, Video Management System, de Milestone, donc qui s'appelle X-Protect, et qui va permettre, en fait, ce que je disais, de faire un certain nombre, va permettre aux équipes OT, donc opérationnelles, de voir des informations des équipes informatiques, en fait, et de faire des actions directement sans avoir besoin de ces équipes informatiques. Donc c'est ça l'avantage. Aujourd'hui, effectivement, on travaille sur la partie aussi avec Genetech. Par contre, c'est plutôt, on va dire en plutôt janvier aujourd'hui. Ok. Une autre question qui porterait sur la gamme de Omni Access Stellar Wi-Fi 7. Ah, d'accord. Alors oui, c'est vrai que ça va arriver. Oui, effectivement, on va commencer à avoir une gamme l'année prochaine, effectivement, en Wi-Fi 7. Elle va sortir, on va dire, tout le long de l'année. On va dire qu'il y a une partie qui va sortir en H1 et une autre partie en H2. Mais on aura effectivement l'année prochaine du Wi-Fi 7, qui va intégrer tous les éléments de sécurité dont on a mentionné tout à l'heure. Mais là, c'est une gamme, enfin là, on parle de gamme Wi-Fi générique, hein, globale. Ok, j'ai une dernière question. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Une mention sur le portefeuille sur la fonction plug and play et provision automatique zero touch. Est-ce que tu pourrais revenir dessus, expliquer un peu plus comment ça fonctionne? Plug and play et zero touch, tout à fait. Bon, en fait, il y a plusieurs choses là-dessus, hein. Aujourd'hui, la notion de zero touch, c'est de permettre en fait, une mise à jour, soit dit automatique, hein. Et la partie plug and play, il y a plusieurs aspects, hein. Il y a la notion de iFab, donc c'est une intelligente fabrique. Cette intelligente fabrique, l'idée, c'est de permettre de faciliter la configuration de châssis virtuels automatiques, d'agrégation de liens, ce qu'on appelle auto LSAP, de faciliter la configuration, on va dire, de la gestion du SPB, donc des structures SPB, et ce genre de choses. Donc en fait, c'est permettre une facilité d'installation. Parfait, merci. On n'a plus de questions, on les a couvertes. Pour rappel, nous avons le document de présentation dans la section Handout. N'hésitez pas à télécharger avant que je finalise et ferme cette session. Et puis, Patrick, je te laisse avec les derniers mots avant de fermer la session. Ah, d'accord, merci. En tout cas, merci à vous tous d'être restés jusqu'à maintenant. N'hésitez pas à revenir vers nous si besoin d'informations complémentaires. On est là pour répondre à vos besoins. Merci. Merci à tous, bonne journée. Bonne journée.